Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de ce journal. Emmanuel Macron au Cameroun où il entame sa tournée africaine, un déplacement qui le conduira ensuite au Bénin et en Guinée-Bissau jusqu'au 28 juillet. Mais avant, place ce mardi aux discussions entre le chef de l'État français et le président camerounais Paul Biya sur les approvisionnements alimentaires, avec la question des nouveaux partenariats agricoles. Autre sujet majeur, la lutte contre le terrorisme. Offensive diplomatique en Afrique également pour la Russie avec la tournée du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, avec un arrêt en Égypte et au Congo-Brazzaville à Oyo pour le renforcement des liens économiques. Cette visite qui se poursuit par l'Ouganda et l'Éthiopie intervient 6 mois après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. La durée de la transition est officiellement fixée à 24 mois. La mesure est entérinée par la CEDEAO et les autorités burkinabées. Les pourparlers qui ont rassemblé dimanche les deux parties ont permis de déboucher sur ce consensus. Le Cameroun, première étape de la tournée en Afrique subsaharienne du chef de l'État français Emmanuel Macron. À Yaoundé ce mardi, le président sera reçu par le chef de l'État camerounais Paul Biya. La coopération agricole entre le Cameroun, première économie d'Afrique centrale, et la France. La menace de pénurie de produits alimentaires dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais aussi la lutte contre le terrorisme seront les principaux sujets au cœur de leurs échanges. Corinne Kamse-Eone. Cameroun-France, la relation entre les deux États débute en 1918 avec la décision de la Société des Nations de placer le Cameroun sous mandat de la France. Et les domaines de coopération entre les deux pays sont multiples. Gouvernance, santé, éducation, infrastructure, développement rural, environnement, enseignement supérieur, recherche et culture entre autres. La visite qu'effectue le président Emmanuel Macron au Cameroun du 25 au 27 juillet 2022 à l'invitation du président camerounais Paul Biya marque une nouvelle étape de la coopération entre le Cameroun et la France. C'est aussi l'occasion de passer en revue une relation de longue date, de renouer des liens et de renforcer un partenariat stratégique, comme l'estime le professeur Jean-Louis Atangana Amougou, spécialiste de droit public et de sciences politiques et ancien directeur de cabinet de l'Organisation internationale de la francophonie. L'arrivée cette fois-ci du président Macron au Cameroun en visite officielle à l'invitation du chef de l'État camerounais va contribuer à réchauffer davantage cette relation entre deux pays qui ont une longue tradition d'amitié, une longue tradition de relations diplomatiques. Dans un contexte marqué par le terrorisme et la crise socio-économique due au conflit russo-ukrainien, le Cameroun, 5e fournisseur mondial de bananes et pays producteur de pétrole, de gaz, de bois, de produits miniers et vivriers, ambitionne de mettre à profit l'expérience de sa coopération économique et industrielle avec la France pour améliorer sa production et tirer le meilleur parti de la zone de libre-échange continentale africaine et être un acteur dynamique de ce marché unique. Tous les développementalistes vous disent que ce qu'il faut, c'est une industrialisation de nos économies. Et pour cela, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut mettre en place. C'est la transformation des produits. Mais dans un pays comme le nôtre, la transformation des produits, vous savez bien qu'elle commence par un préalable, j'ai failli dire rédhibitoire, qui est la maîtrise de l'énergie. La démocratie participative, les questions relatives au changement climatique seront également au menu des échanges entre les autorités camerounaises et françaises. Après le Cameroun, le président français Emmanuel Macron se rendra au Bénin et en Guinée-Bissau. Première tournée en Afrique subsaharienne d'Emmanuel Macron depuis sa réélection en avril, un déplacement largement commenté. Et il est placé, on l'a dit, sous le signe de la sécurité alimentaire, mais aussi militaire. Mais qu'en pensent précisément les Camerounais? Eh bien, voici quelques avis et réactions recueillis par nos journalistes sur place. Moi, je pense que le président Macron arrive pour reconquérir l'Afrique, pour essayer de gagner la place qu'il a perdue. Effectivement, après l'élection du président de la République Emmanuel Macron, c'est son premier déplacement sur le continent africain. Et c'est bien parce qu'il a toujours dit depuis très longtemps que l'Afrique était une priorité pour lui et qu'il fallait travailler, œuvrer pour des relations renouvelées entre l'Afrique et la France. Et donc je pense qu'on est dans cette continuité-là de ce qu'il a lancé déjà il y a 5 ans lors du discours de Ouagadougou. Déjà, le président, c'est un jeune.
quand il vient là au Cameroun, ça va beaucoup apporter un plus pour la jeunesse. Et notre préoccupation, on lui souhaite d'abord la bienvenue. Et quand il sera là, il faudrait qu'il penche beaucoup sur la situation des jeunes, surtout en revoyant la situation politique au Cameroun et le problème monétaire de notre pays. Le président Macron arrive au Cameroun juste après sa réélection. Le Cameroun et la France travaillent, ce sont des pays amis. Donc on pourrait présager que cette visite-là va être le point de départ de l'approfondissement des relations entre la France et le Cameroun. Je trouve que c'est important dans le concert des nations que des nations se parlent. Donc il n'y a aucune anormalité que le président Macron vienne rencontrer le président Biya, qui est, parce que le Cameroun étant l'économie la plus importante d'Afrique centrale, ça va de soi. Maintenant, sur les différents sujets, en tout cas en ce qui concerne la jeunesse, en ce qui concerne quelle implication nous avons dedans, c'est aussi important parce que le Cameroun, en tout cas l'Afrique, et le Cameroun en particulier, est essentiellement constitué d'une population qui a 80% moins de 35 ans. Donc quand vous venez parler au Cameroun, vous devez parler au Cameroun. Les Camerounais, c'est qui sont les jeunes? Donc pour la partie, la séquence avec la jeunesse et la volonté d'échanger, discuter, d'avoir un input sans donner de leçons d'ailleurs, est très importante et c'est très bien. L'autre tournée est celle du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Et après l'Égypte, le Congo-Brazzaville est la deuxième étape de sa tournée africaine qui le mènera ensuite en Ouganda et en Éthiopie. Mais avant, au Congo, à Oyo, ce lundi, le ministre russe des Affaires étrangères s'est entretenu avec le président Denis Sassou Nguesso autour de la question du renforcement des relations entre les deux pays. Une volonté de consolider les liens qui intervient au moment où la Russie cherche en Afrique de nouveaux débouchés économiques alors que le conflit avec l'Ukraine se poursuit. Une tournée également quelques jours après la signature par la Russie et l'Ukraine d'un accord visant à débloquer les exportations de céréales ukrainiennes et russes face au risque de famine, notamment en Afrique. Je vous propose d'écouter Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui revient sur les différents enjeux de cette tournée. Nos amis congolais comprennent très bien les causes de la crise alimentaire actuelle qui s'est accumulée pendant ces 3 dernières semaines. Cela découle de la politique erronée des Occidentaux. Je crois qu'ils se rendent compte aussi que c'est la politique des Européens sous la houlette des Américains qui a causé la hausse des prix des produits alimentaires. Aujourd'hui, nous avons discuté des moyens concrets comme la Russie et le Congo pourraient éviter les obstacles créés artificiellement par les Occidentaux dans les domaines d'investissement, l'économie, pour que ces relations soient soustraites de ces restrictions inventées par les Occidentaux. Place maintenant au dépouillement en Tunisie où 9 millions d'électeurs étaient appelés à voter ce lundi 25 juillet pour ou contre le projet de réforme de la Constitution. Les premiers résultats sont attendus ce mardi, mais on sait déjà que l'un des principaux enjeux de ce référendum est le taux de participation. Au cours des dernières semaines, les principaux partis politiques tunisiens ont réaffirmé leur opposition à ce projet porté par le président de la République, Kais Saied, et craignant le retour de dérives autoritaires. Certaines formations politiques avaient même appelé au boycott. Pour rappel, le projet compte instaurer un régime ultra-présidentiel accordant de vastes pouvoirs au chef de l'État, ce qui rompt avec l'actuel système parlementaire. À l'issue des discussions entre la délégation de la CEDEAO conduite le 24 juillet par le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, également président de l'organisation, un consensus a été trouvé avec la junte burkinabé sur la durée de la transition. Les deux parties ont convenu d'un délai de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 2024, pour organiser les élections et ainsi permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Le point avec Samantha Saberou Saboubanga. En séjour dimanche 24 juillet dans la capitale burkinabé, la mission de la CEDEAO, conduite par le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, a lancé un appel à la mobilisation derrière le gouvernement de la transition du Burkina Faso. La CEDEAO et le Burkina Faso sont parvenus à un consensus sur la durée de la période de transition.
On a eu de très bonnes discussions avec les autorités burkinabées. Avec le président, on est venu faire l'évaluation, comment la progression des engagements qui étaient pris depuis la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. On a montré aussi quelle est la vision et qu'est-ce que le gouvernement en place de la transition doit se focaliser. Le président de la CEDEAO a confirmé le délai de 24 mois à compter du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024 accordé aux militaires burkinabés pour remettre le pouvoir aux civils. Durant les échanges avec les autorités burkinabées, le président Umaru Sissoko Embalo a salué les efforts des autorités burkinabées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et aussi le gouvernement avec les progrès qu'on a vus sur le terrain. Et je pense que nous tous, on doit se mobiliser à côté du peuple frère de Burkina Faso. Et comme vous le savez, Burkina Faso, c'est un pays aussi qui sont des membres fondateurs de la CEDEAO. Donc, malgré ces situations, on doit l'accompagner. On appelle une mobilisation derrière le gouvernement de transition. À en croire le président en exercice de la CEDEAO, cette rencontre a eu pour but d'évaluer à mi-parcours la progression des engagements qui ont été pris par le gouvernement de la transition lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 3 juillet 2022 à Accra, au Ghana. C'est dans un contexte de forte tension entre les autorités maliennes et les Nations Unies que le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix se trouve depuis dimanche au Mali, où Jean-Pierre Lacroix doit rester près d'une semaine afin de mener des discussions avec la junte au pouvoir qui a expulsé la semaine dernière le porte-parole de la MINUSMA. Illustration de plus, s'il en fallait, de la détérioration des relations entre le Mali et les casques bleus, dont le mandat doit être évalué par le secrétaire général adjoint des Nations Unies avec la junte malienne. Samantha Saberou Saboubanga. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a envoyé pour une mission de 4 jours son secrétaire général adjoint, le Français Jean-Pierre Lacroix, pour les opérations de paix. C'est ce qu'a rapporté le 22 juillet 2022 l'organisation. Donc les Nations Unies feront tout pour essayer de régler leurs différends avec le régime d'Assimi Goïta. Le seul problème, c'est que ce régime, étant donné que c'est un régime populiste et qu'aujourd'hui il fait face à des attaques très importantes djihadistes au cœur même du Mali, et des observateurs disent que c'est justement la fin de Barkhane qui a entraîné ces attaques djihadistes. Donc ce gouvernement-là, pour essayer de détourner l'attention des véritables problèmes, va faire comme il fait toujours d'habitude, c'est-à-dire de reverser la responsabilité de la situation à d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est les Nations Unies, demain, c'est la Côte d'Ivoire, après-demain, ça sera un autre pays. Au cours de sa visite, ce responsable discutera avec les autorités maliennes de la prolongation d'un an du mandat de la mission de la paix MINUSMA récemment décidé par le Conseil de sécurité, a précisé son porte-parole adjoint Farhan Haq. La dégradation des relations entre l'ONU et le Mali a encore été illustrée il y a quelques jours par l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, le Français Olivier Salgado. Donc, on ne sait pas, c'est-à-dire que, étant donné que ce gouvernement est dans un déni total, on ne peut pas savoir exactement ce qu'ils vont dire, comment ils vont réagir, mais les Nations Unies ont l'habitude de ce genre d'opération-là. Ils ont aussi une très forte résilience. Et si Assimi Goïta revient à de meilleurs sentiments, qui s'avèrent plus raisonnables et qui acceptent de faire face à la réalité aujourd'hui, on peut espérer un dénouement assez rapidement. Mais là, ça, c'est une autre histoire. Pour avoir posté sur le réseau social Twitter des informations jugées inacceptables au lendemain de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens à Bamako le 10 juillet 2022, le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, a été expulsé par les autorités de la transition. Dans le même sillage, les militaires ont également annoncé le 14 juillet 2022 la suspension de toutes les rotations militaires et policières de la MINUSMA. Et c'est l'heure du bilan des championnats du monde d'athlétisme 2022 qui se sont achevés le 24 juillet dernier à Eugene aux États-Unis.
Des mondiaux qui se sont terminés en beauté, notamment pour l'Afrique, avec 28 médailles, dont 9 en or, raflées au cours des différentes compétitions, avec une présence très forte d'athlètes éthiopiens. José Douglas. Fin des championnats du monde d'athlétisme aux États-Unis et les athlètes africains se sont accrochés jusqu'au dernier jour pour récolter 28 médailles d'or au total. Avec d'abord le Burkinabé Hugues Fabrice Zango qui décroche la médaille d'argent au saut en longueur et réalise un bond de 17,55 m, sa meilleure performance de l'année, un an après sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo et 3 ans après sa médaille de bronze remportée aux Mondiaux de Doha. Comme l'an passé, au Japon, il se place derrière le Portugais Pedro Pichardo, son redoutable adversaire. Je suis objectif par rapport à mes moyens habituels. Chaque fois que je me fixe des objectifs, c'est que je le voulais et je mettais les moyens pour les réaliser. C'est un objectif, il faut que j'aille la chercher. Sur le 100 mètres F-Femme, la Nigériane Tobi Amozan a battu le record du monde, 12 secondes 12 centièmes en demi-finale. Elle efface ainsi des tablettes l'américaine Kendra Harrison. Sur le 800 mètres homme, Emmanuel Korir a remporté son premier titre mondial. Le Kenyan, champion olympique la saison dernière, s'est imposé en 1 minute 43 secondes et 71 centièmes. Tout va vite s'enchaîner, puisque exceptionnellement, il y aura des mondiaux l'an prochain, puis les JO en 2024. Mais mon espoir est d'être à nouveau champion du monde et champion olympique. Sur le 5000 mètres femmes, Goudaf Zegay s'est imposé en 14 minutes 46 secondes et 29 centièmes. L'Éthiopienne a ainsi remporté la première médaille d'or de sa carrière après plusieurs échecs. Cela restera comme l'édition la plus universelle de l'histoire. Au total, ce sont 79 pays qui ont réussi à placer des athlètes en finale, avec le Libéria, le Niger, le Pakistan et les Samoa qui ont atteint une finale pour la première fois de leur histoire. Au tableau des récompenses, les États-Unis terminent à la première place avec 33 médailles. L'Éthiopie se classe deuxième avec 10 médailles, dont 4 en or. Le Kenya se classe quatrième avec 10 médailles aussi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.